D'abord, il faudrait s'entendre sur ce que c'est que les études littéraires. Les études littéraires, on voit des gens qui sont, par exemple, à l'université et qui vont faire du français, des langues, des sciences humaines, histoire-géographie, sociologie, psychologie, philo, qui vont faire des langues, bien entendu, plutôt de façon littéraire, mais pas que. Vous connaissez tous la différence dans les langues qu'on fait comme ça pour apprendre bien la langue, et puis effectivement, langue étrangère appliquée, où on va se diriger un peu vers l'économie et vers les affaires. Donc, savoir que les matières, les études littéraires ne sont pas forcément aussi étroites et réduites que ce qu'on le dit. Comment on va étudier ces études littéraires? Grosso modo, on connaît à peu près 3-4 façons. Alors, si on commence par le plus difficile, eh ben vous allez avoir des classes préparatoires. Classes préparatoires, tout le monde sait ce que c'est là? Ça va? Oui? Donc, classe préparatoire, on va dire qu'on va travailler pendant 2 ans sur plutôt du français, de l'histoire géo, des langues anciennes ou des langues récentes, des sciences humaines, et que pendant 2 ans, on va vraiment bosser très très fort, sans que ce soit complètement passionnant, mais on va apprendre à travailler, à fabriquer une méthode de travail, être capable d'encaisser des charges de travail importantes. L'avantage, c'est que vous pouvez difficilement vous échapper, c'est-à-dire qu'on va bien vous encadrer, qu'on va bien s'occuper de vous. Ça, c'est important. Donc l'inconvénient, c'est la charge de travail très importante. Le gros avantage, c'est que les gens qui se disent « moi j'ai peur de ne pas pouvoir travailler tout seul », dans ce genre d'endroit, c'est difficile de ne pas travailler. C'est même des fois tellement difficile qu'on ne peut pas y échapper. Et après ces classes préparatoires, on va faire ce qu'on appelle des grandes écoles. Alors on va faire des grandes écoles plutôt pour devenir enseignant, plutôt pour devenir chercheur, plutôt pour devenir archiviste, plutôt pour devenir bibliothécaire. Voilà, donc on va faire des études comme ça, et on va dire que ces classes préparatoires concernent grosso modo, j'allais dire 20% des gens qui ont fait des études littéraires. Classe préparatoire, on va sur des grandes écoles. Si ça ne marche pas, on va se retrouver plutôt vers l'université, ou si on se dit, moi j'en ai marre de travailler comme ça, je vais plutôt vers l'université. Et on va toujours choisir quelque chose, généralement, dans les matières littéraires qu'on a énoncées, du français, des langues anciennes, des langues contemporaines, des sciences humaines, de l'histoire-géographie, de la philo, de la psycho, voilà. Ce genre de choses qui tournent autour de la deuxième manière de faire des études littéraires, c'est d'aller à l'université. En général, il y a 2 mots, vous entendrez, je vais à l'université, je vais à la fac. Ce n'est pas 2 endroits différents, c'est le même, c'est juste des vocables un peu différents. Quand vous allez à l'université, vous allez vous retrouver exactement dans le camp contraire de ceux qui étaient allés dans les classes préparatoires. Vous allez vous retrouver avec des profs qui vont vous laisser un peu libre, de très grands amphis, beaucoup plus grands que ça, des cours et puis l'impression qu'il n'y a rien à faire, alors qu'il y a beaucoup de travail, mais personne ne va rien vous demander. Tout le monde va considérer que vous êtes adulte et que vous êtes capable de trouver votre travail tout seul. Moi qui enseignais à la fac, j'ai eu des étudiants qui venaient me voir et qui me disaient « Monsieur, vous m'avez mis 3, et pourtant j'ai mis tout votre cours. » Je leur disais « C'est parce que vous avez mis tout mon cours que vous avez 3. Où est-ce que vous êtes là-dedans? Vous ne m'avez rien mis de vous. Vous ne m'avez pas mis ce que vous pensez, vous ne m'avez pas expliqué pour quelles raisons vous étiez d'accord ou pas d'accord avec ce que je disais. » Donc effectivement, une façon de travailler complètement différente, par exemple des classes prépa. Ou les classes prépa, il faut emmagasiner des connaissances, être capable de les recracher, en réfléchissant bien entendu, mais pas forcément comme on va vous le demander à la fac. Donc, ça c'est toujours des études littéraires, mais une deuxième façon de les faire. Et cette façon de les faire, elle est forcément très très différente, puisque d'un côté, on vous demande de bûcher à mort
et on vous encadre. Dans l'autre, à l'université, on ne vous demande pas de bûcher, il faut que vous le fassiez tout seul. Et surtout, on va vous demander de travailler très 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 personnellement. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup d'heures de cours, mais il va falloir que vous travaillez largement autant que ce que vous avez comme heures de cours à la fac, chez vous ou à la bibliothèque universitaire. Une troisième façon de faire des études littéraires, c'est de faire des études qui sont littéraires sans être littéraires. Par exemple, si je vous pose une colle, ça compte pour la moyenne, je vous pose une colle et je vous dis, quel est le seul métier, ou quasiment un des seuls métiers, qui fait partie du paramédical et dans lequel, si on n'a pas fait d'études littéraires, on a peu de chances de réussir. Oui. Alors psy, tu peux en avoir fait, mais il n'y a pas que des psy, il n'y a pas que des littéraires qui vont y aller. Il y en a d'autres. Tu n'as pas tort en disant ça. Oui, j'ai entendu. Infirmiers, ils prennent tout le monde. Voilà. Ils prennent tout le monde et tu peux avoir fait littéraire et y aller. Il suffit que tu réussisses le concours et tu vas y aller. Il y a un métier très précis. Alors, quel est ce métier où, si vous n'êtes pas un brillant littéraire, c'est-à-dire si vous ne connaissez pas très bien la langue française, si vous ne connaissez pas bien la grammaire, et si vous ne connaissez pas bien les prononciations, les structures, quel est ce métier? Oui, orthophoniste. Bien entendu, orthophoniste, c'est un métier dans lequel, qui apparemment n'est pas un métier littéraire, orthophoniste, un métier de santé. Si vous n'avez pas une bonne connaissance de la structure de la langue et de la grammaire française, vous n'allez jamais réussir le concours. D'accord? Ça paraît pourtant pas être un métier littéraire. Une autre façon de faire des études littéraires, complètement farfelue, c'est d'aller dans une école de commerce. Vous savez, les grandes écoles de commerce, là où on rentre théoriquement en ayant un bac S avec mention ou un bac ES avec mention. Je ne sais pas, est-ce que vous avez tous entendu parler de HEC, hautes études commerciales, voilà, des choses comme ça? Eh bien, il y a toute une section qui est réservée aux littéraires. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas le même concours que les autres. Et ce qui intéresse HEC, c'est les qualités des littéraires. Pour quelle raison? Alors, vous savez que les gens qui ont fait des études scientifiques sont censés avoir une logique bien carrée, bien réfléchie. Ben, les gens qui ont fait des études littéraires, en général, ils se débrouillent très bien dans la communication. Et faire de l'économie, c'est de la communication. Les gens qui ont fait des études littéraires, ils manipulent bien les concepts. Et quand on travaille en économie, on a intérêt de bien maîtriser les concepts. Et généralement, ils s'en sortent bien en langue. Et si on ne se débrouille pas bien en langue, on est drôlement embêté quand on fait de l'économie. D'accord? Donc, ça paraît complètement farfelu de se dire, je vais faire, avec des études littéraires, je vais faire une grande école d'économie, mais ça marche parfaitement. Quelle est une des plus grandes écoles françaises, une des plus grandes écoles françaises parisiennes, qui embauche, enfin qui prend à peu près 40% de littéraires dans ses rangs? Est-ce que vous la connaissez? C'est une école de Paris, hyper connue, et plus de 40% des élèves qui rentrent dedans sont des littéraires. Est-ce que ça vous parle? C'est une école dans laquelle pratiquement tous nos hommes politiques sont allés. Alors l'ENA, c'est juste après. Pardon? Non, ça c'est scientifique. Sciences politiques. En sciences politiques, Paris, près de 40% des élèves, enfin des élèves, des étudiants, excusez-moi, sont des gens qui sont passés par des études littéraires et qui s'en sortent largement aussi bien que les autres. Une fac qui embauche beaucoup de littéraires. On met de côté la fac de lettres et on dit une fac qui embauche beaucoup de littéraires. Oui? Fac de droit? Pourquoi droit, ça embauche beaucoup de littéraires? Alors, ça embauche à peu près, en fac de droit, il doit y avoir à peu près 30% des étudiants
25% des étudiants qui sortent d'une classe littéraire pour une raison toute simple. Vous savez que le droit, ce sont des textes. Et qui peut mieux lire les textes que quelqu'un qui a fait de la littérature? Ok? Ça va? Et si je fais une devinette encore plus folle, quelle est l'école militaire qui a fabriqué un cursus spécial pour les littéraires? Il me semble que je l'ai entendu. C'est un cire. Polytechnique, les littéraires, ça ne va pas le faire. Parce que les équations au 28e degré bis, vous ne les maîtrisez pas trop. Mais effectivement, Saint-Cyr, qui est une grande école, réserve une partie de son contingent de gens qui rentrent chez eux à des littéraires. D'accord? Alors, il nous reste à voir tous les gens qui font des études littéraires et qui vont jamais bosser dans quelque chose qui ressemble à du littéraire. Et il y en a plein. Qu'est-ce qui se passe à la fac? Par exemple, vous allez à la fac et vous faites, allez, un master de grammaire. Donc vous dites, un master de grammaire, je ne vois pas ce que ça peut donner comme boulot à la sortie de la fac. Ben, vous vous rendrez compte que quelqu'un qui a fait un master de grammaire, tout simplement, on va lui trouver du travail parce qu'il est capable de bosser tout seul. Les gens qui ont fait, par exemple, un master de langue, on trouve tout à fait normal qu'ils puissent se diriger vers des carrières linguistes. Mais, par exemple, des gens qui ont fait un master d'histoire et géographie, est-ce que vous savez où ils travaillent? À part vos profs qui ont fait histoire et géo, est-ce que vous savez où ils travaillent? Alors, ils travaillent dans des chaînes de communication, oui, encore. Où est-ce qu'ils travaillent? Oui. Essayez d'imaginer quelqu'un qui a fait histoire géo. Oui. Je t'entends. Alors, ils vont pouvoir travailler dans de l'archéologie s'ils ont fait une spécialité d'archéologie. D'accord? Là, ils vont être embauchés plutôt par des gens qui sponsorisent des recherches ou par le ministère de la Recherche, oui. Dans le patrimoine, on est bien d'accord. Il y a quelque chose d'encore, un endroit où ils sont encore plus embauchés que ça. Alors, ils peuvent travailler dans le tourisme, guide touristique, et encore. Oui? Non? Oui? Dans les musées, on est bien d'accord. Oui, ils ont fait les spécialités pour. Alors, traducteurs-interprètes, ils ne sont pas forcément sur l'histoire géo, ils étaient plutôt sur les langues. Mais effectivement, ils vont pouvoir faire une école qui va sortir là. Vous connaissez quelque chose qui s'appelle le conseil régional? Vous connaissez également les conseils généraux? Eh bien, vous avez plein d'historiens et plein de géographes qui travaillent là et qui travaillent sur, effectivement, à la fois le patrimoine, mais aussi l'urbanisme. L'urbanisme, ça va? Tout le monde sait ce que c'est? Oui? Donc l'urbanisme, c'est la façon de concevoir des villes et des équipements urbains. Et je vais vous poser une colle, là. Si vous la trouvez, celle-là, c'est que vous êtes vraiment fort. Dans l'armée de l'air, dans les pilotes, comme ça, il y a des gens qui rentrent avec une formation littéraire. Ils vont travailler à l'école de l'air à Salon, vous voyez, la grande école là où ils ont tous des belles casquettes et des beaux uniformes, et voilà, où ils sont magnifiquement officiers. Il y a une formation littéraire autour de ça. C'est qui? Ils vont faire quoi comme boulot? Oui. Non, ils ne font pas informatique. Enfin, ils vont travailler avec l'informatique, mais ils ne sont pas des spécialistes de ça. Ils font quelque chose de précis. Ah ah, oui. Non, ça c'est un truc très scientifique. Ouais.
Alors, il travaille dans les outils de communication et il travaille également dans autre chose. Pardon? Ouais, mais il y a quelqu'un qui a dit autre chose. Il travaille dans le renseignement. C'est-à-dire que la plupart effectivement, des littéraires qui sont embauchés par les armées travaillent dans le renseignement. Et ils travaillent dans le renseignement pour une chose très 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 facile à comprendre. C'est-à-dire qu'ils se débrouillent bien avec les informations, ils sont capables de faire le tri entre plein d'informations. Vous savez que le problème du renseignement, c'est pas de ne pas avoir d'informations, c'est d'avoir trop d'informations. Donc il faut des gens qui sont habitués à lire vite, à faire des condensés, à faire des synthèses et à travailler effectivement là-dessus. Si on repart maintenant, si on repart un petit peu en arrière, il y a 2-3 endroits qu'on n'a pas explorés. On n'avait pas exploré le monde de la communication. Vous savez que le monde de la communication est un monde qui prend plein de gens, notamment actuellement, et qui prend des gens sur des doubles compétences. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on travaille dans la com, on a bougrement intérêt à travailler, effectivement autour de l'outil informatique, mais surtout d'être capable de manipuler le texte. Que vous soyez à la radio, que vous soyez comme journaliste, que vous travaillez dans une édition quelconque, on va beaucoup utiliser vos capacités littéraires à produire, à manipuler et à analyser du texte. Donc le métier de la communication débouche vraiment beaucoup, et est un débouché très très sérieux pour les, on va dire, pour les littéraires. Ah, j'ai un trou là. Je ne me rappelle plus du tout. Il y a une autre section, enfin il y a un autre secteur où effectivement il y a des gens qui sont complètement littéraires et qui sont massivement embauchés. Et je ne me rappelle plus du secteur que c'est. Est-ce que vous en rappelez, vous? Vous avez une idée? Un secteur dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant. Je n'en ai pas parlé. Et où effectivement les littéraires ont toute leur place. Ouais? Une idée? Pardon? Non, dans l'agroalimentaire, peut-être un peu dans la com, mais pas vraiment. Hein? Oui? Dans l'information, d'accord, mais c'est quand même le métier de la com. Ouais? Je n'en ai pas parlé du tout. Il me semble que j'ai entendu. Non? Non? Vous voyez pas? Pardon? Allez, soyez pas timide, là. Non? Vous voyez pas? Ça représente actuellement en France, si je me rappelle bien les textes, plus de 100 000 personnes qui bossent autour de ça. 100 000, c'est pas rien. Alors, le secteur politique, c'est une forme de ce secteur, mais de façon un peu dérisoire quand on dit ça. J'en vois, oui. Le droit, on est d'accord, mais on en a déjà parlé. La police en embauche quelques-uns, mais pas de façon massive. Ouais. Ah, donc vous ne savez pas. Ah ah. Alors, je vais vous le faire plus devinette. Ça commence par une voyelle. Ça commence par une voyelle. Ça finit par une consonne. En 3 lettres. L'art. L'art est un secteur, et il y a plein de formations dans lesquelles les littéraires vont. On va parler des filières qui vous sont fermées. Ingénieur, classe prépa scientifique, littéraire, ça ne va pas le faire. Tous les métiers de la technique, ça va être très dur. Sauf si la technique, elle a des choses créatrices derrière, auquel cas, ça va pouvoir le faire. Tous les métiers de la santé pure, médecine, machin, telles que sont les études en France actuellement, non. J'ai dit en France.
Par exemple, si vous voulez faire vétérinaire, en Espagne, on ne va pas tellement vous titiller sur vos capacités scientifiques. On va vous titiller sur votre bac. Est-ce qu'il est obtenu avec des bons résultats? Donc ça, c'est fermé. Les études économiques pures à la fac, j'y crois pas, ça va être trop dur. La fac de sciences en tant que telle, quoique, actuellement, un élève littéraire qui désire, s'il a eu une bonne formation en maths pendant qu'il faisait ses études jusqu'au bac, peut opter pour une session de rattrapage et avoir un semestre pendant lequel il va bouffer des maths et continuer ses études scientifiques. Une fois qu'on a enlevé ces secteurs-là, la fac vous est ouverte quasiment en entier. Les classes prépa sont ouvertes dès qu'il s'agit, on va dire, de littérature et d'économie. Les BTS vous sont quasiment fermés, parce qu'en BTS, la plupart du temps, on prend plutôt des gens qui sortent de bac techno ou de classe prépa. Et peut-être que les DUT vous sont souvent ouverts, à condition qu'ils ne soient pas trop techniques. Et pas mal d'écoles, pas mal d'études économiques vous sont ouvertes, puisqu'effectivement, par exemple, si vous prenez une école bien connue du coin qui s'appelle l'SKE à Montpellier, l'SKE à Montpellier prend 20% d'élèves qui sortent de filières littéraires sans que ça leur pose problème. Donc, grosso modo, ce qui vous est véritablement fermé, c'est les études scientifiques pures et dures. Tout le reste, vous êtes ouvert. Sauf que, il y a un petit bémol à ce que je viens de raconter. Quand vous avez un bac littéraire à 10 de moyenne, ça va être dur. Je refais. Quand vous avez un bac littéraire à 10 de moyenne, ça va être très dur. Parce que ce n'est pas ce genre de profil qui va intéresser les gens. Alors peut-être que si vous avez 10 de moyenne, mais que vous ayez 16 en anglais, ou 17 en histoire géo, ça va intéresser les gens. Donc ça veut dire que vous avez intérêt à vous construire un point fort. Et non pas à être moyen partout. Des questions qui vous viennent là? Oui? C'était par rapport aux entrées possibles en HEC ou dans l'armée. Quels sont les pourcentages d'élèves qui viennent de bac? Alors, HEC, ils doivent garder, je vous le fais de tête là, mais ils doivent garder, il me semble, au dernier truc, 18% pour les élèves littéraires dans leur quota. C'est-à-dire qu'ils offrent 18% de postes, enfin de places, à des élèves venant de littéraire. Bien entendu, ce sont des élèves d'excellence, on est bien d'accord. Hein, c'est des élèves qui ont fait une classe prépa, souvent, qui sont des élèves de grande qualité et de grande valeur. Mais ça veut dire que ce n'est pas négligeable comme pourcentage. C'est presque autant que les élèves de S. Les élèves de S doivent être à 27 ou un truc comme ça pour ça. Les élèves de S. Alors, l'armée, ce sont des recrutements qui se font en général au coup par coup. Actuellement, je ne sais pas si vous avez vu les statistiques récentes, mais ils recherchent plus de 700 personnes pour entrer dans les services de renseignement tels que. Et on sait que dans les services de renseignement, il y a deux genres de personnes. Les gens qui ont des techniques scientifiques pures et dures, des informaticiens, des chimistes, des gens comme ça, et des gens qui sont capables de manipuler du concept, de la langue. Voilà. Donc ça veut dire que, grosso modo, tous les ans, il y a une trentaine de postes au concours dans les différentes armes, aussi bien pour la terre, la mer que la mer que la marine, que l'air, pardon. Voilà. Il m'en manquait. Oui. D'autres questions qui vous viennent? Alors, si vous n'avez pas entendu, sa question, c'est quoi les débouchés LEA? LEA, langue étrangère appliquée. Langue étrangère appliquée, on fait des langues,
et on est plutôt bon quand on y rentre, on a 12-13 de moyenne, voilà. Et en plus, on va mettre de l'économie derrière. Donc des outils de gestion, des outils de compréhension, des outils commerciaux. Les débouchés sur LEA sont des postes généralement soit de commercial, soit d'administratif, dans tous les services export ou import des entreprises et des organisations. Ce n'est intéressant qu'à Bac plus 5, on est bien d'accord. Comme tout le reste, la fac, c'est Bac plus 5, on ne discute pas. Donc ça veut dire que toutes les entreprises qui font de l'import et de l'export prennent des gens qui ont fait LEA. Alors, traduction. Confondons pas traduction et interprétariat. Traduction, c'est vous me filez un bouquin en anglais et je vous le traduis en français. Ça, c'est la traduction. L'interprétariat, pendant que je suis en train de vous parler là, il y a quelqu'un qui a un micro, un casque et qui traduit ce que je dis en anglais pour les gens qui ne parlent pas français. Donc ça, il n'y a pas énormément de débouchés. En revanche, les débouchés sont assurés. Mais il s'agit de petites choses. Alors, donc langue et civilisation étrangère et langue étrangère appliquée, on peut grosso modo dire que LEA va plus vous emmener vers le monde de l'entreprise. LLCE va plus vous amener vers des choses autour des choses plus littéraires, c'est-à-dire l'enseignement, c'est-à-dire la traduction, c'est-à-dire le boulot autour de l'édition, le boulot autour de la communication. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors, il y avait une question là sur la face sur les prépas. Grosso modo, la barre est à 12 actuellement. C'est-à-dire que les dossiers en dessous de 12, ils ne regardent pas. Les dossiers au-dessus de 12, ils commencent à regarder. Les prépas, ça va de... Allez, les grandes prépas parisiennes où pour rentrer, c'est la croix et la bannière, et si on n'a pas des super notes, on n'y va pas, à des prépas comme celle qu'il y a sur Daudet, à Nîmes, où grosso modo, un élève qui a une mention assez bien a tout à fait ses chances de rentrer. D'accord ? Ce n'est pas les mêmes carrières derrière. On peut considérer que les prépas de Daudet, c'est des moyens d'apprendre à bien bosser, avec peu de réussite dans les concours des grandes écoles. On peut dire que c'est le contraire pour les grandes prépas parisiennes, où quasiment une bonne partie des gens vont intégrer les grandes écoles littéraires. Alors, disons que si tu veux rentrer dans une très grande école parisienne, voilà, ça veut dire qu'ils ne vont pas regarder le dossier en dessous de 15. Mais 15, c'est un bon élève. Hein, c'est même un très bon élève. Et ils vont aller regarder des choses que tu n'as pas l'habitude qu'on aille regarder. C'est-à-dire qu'ils vont regarder tout le dossier, ils vont regarder toute la classe de première, et ils vont regarder toutes les matières, et notamment les appréciations des profs. Du genre, elles travaillent beaucoup, ça ne les intéresse pas. S'il y a marqué des choses du genre élève brillante, très cultivé, très intéressé, a plein d'activités par ailleurs, fait du théâtre, machin, ça va les brancher. Alors, interprétariat, l'école d'interprète, forcément, elle est après la licence. D'accord ? Bon, en général, tu fais une licence d'une langue avec un très bon niveau dans une autre. Hein. Par exemple, si tu fais espagnol, on va te demander de faire espagnol-portugais. Si tu fais anglais, on va souvent te demander de faire soit anglais-espagnol, soit anglais-allemand. Donc, tu fais tes 3 années, tu passes le concours d'entrée. Il y a 2-3 écoles prestigieuses, dont notamment une qui est en Suisse, qui coûte très 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 cher, avec des taux de réussite de 1 sur 10 qui arrivent à rentrer dans l'école, mais avec ensuite des salaires qui sont assez faramineux. Puis il y a 2-3 autres écoles, il y en a une sur Lille, il y en a une sur Lyon, et il y en a une sur Paris, qui sont plus faciles et qui effectivement sont un peu moins prestigieuses. Mais d'abord, tu enquilles une licence. Et tu vas passer 1 an dans le pays en question.